Salutations enfants de la Terre et bienvenue dans le voyage de Léa, le podcast qui vous emmène dans une exploration hors du commun. Une seule destination, ce que vous êtes au cœur de vos cellules. Je m'appelle Erin, je suis la créatrice de la marque Tenso et des baumes sonores et je suis la tour opératrice de ce voyage, un peu spécial. Léa est maman et entrepreneuse. Elle a entrepris cette plongée au cœur de l'incarnation. Et avec les baumes sonores, elle a décidé d'aller plus loin, en explorant sa propre matière vibratoire à travers son corps physique. Dans cet épisode, nous abordons la 4e étape de ce voyage. Léa nous raconte sa traversée intérieure avec le baume sonore numéro 9, dédié aux poumons. Vous êtes les bienvenus à bord. Pensez à vous abonner et à partager ce podcast. Bonjour Léa. Bonjour Erin. Dans l'étape précédente, tu as pu observer une forte réactivité au niveau de ta peau avec des irritations, des inflammations. On a pu identifier ensemble qu'il s'agissait là de vieux dossiers qui réémergeaient avec potentiellement en toile de fond une mémoire de dévalorisation et de rejet. Alors, avant d'aller plus loin, il me semble vraiment important de rappeler que dans ce voyage vibratoire que tu traverses, le corps vit une profonde détoxication énergétique. Ça signifie que toutes les manifestations corporelles, quelles qu'elles soient, doivent être accueillies pour ce qu'elles sont, des symptômes transitoires liés au processus d'harmonisation et de libération. Et cette 3e étape, en effet, à travers les manifestations que tu as pu relever, nous a guidés vers un baume un peu inattendu dédié aux poumons. Peux-tu me raconter ce qui s'est passé avec ce baume poumon et qu'en est-il aujourd'hui de cette mémoire dont nous avons parlé ? Le travail, c'est intéressant, a commencé avant l'écoute du baume en question. On s'était parlé et il y a eu un déclencheur. Donc la veille du premier jour de la cure, je suis tombée, entre guillemets par hasard, sur une photo de moi à 11 ans. Et j'ai ressenti de plein fouet la réactivation, si tu veux, des émotions de cette période-là de ma vie. Énormément de tristesse, de la colère aussi, mais surtout de la tristesse, et vraiment l'effet d'un ouragan qui m'arrivait dessus avec vraiment des larmes et quelque chose qui se déchaînait. Alors il faut savoir que l'année de mes 11 ans a été longtemps l'année la plus difficile de toute ma vie. Et pour ça, il faut juste que je revienne un peu sur mon histoire, qui est que à l'âge de 9 ans, mon père s'est marié avec une nouvelle conjointe, qui a été pour moi un cauchemar. En fait, s'en est suivi, si tu veux, 7 ans d'un enfer total pour moi. Et je l'ai décodé plus tard lors d'une thérapie qui a duré 10 ans. Cette femme était une perverse narcissique et que ces 7 années avaient été le théâtre d'actions sadiques à mon égard, mais d'une façon très vicieuse et très graduelle, ce qui fait que c'est vraiment comme un genre d'enfermement invisible et d'agonie dont tout le monde est aveugle. Donc j'étais vraiment seule dans mon cauchemar, un peu comme Kafka, cet homme qui est accusé de quelque chose dont il ignore et qu'il est finalement jugé et condamné sans avoir jamais compris pourquoi on le condamnait. C'était exactement ce que je vivais, c'est-à-dire une descente aux enfers où je me croyais folle et je comprenais pas d'où venait cette souffrance. Il y a eu plein d'histoires reliées à la femme de mon père. On m'a accusée d'avoir dit que j'avais été abusée sexuellement par son frère. Il s'est déroulé plein de choses qui m'échappaient complètement à l'âge où moi j'étais à ce moment-là. Et je vivais chez mon père des épisodes en fait où j'étais dans un grand isolement parce que je pouvais inviter personne là-bas. Les repas, c'était 45 minutes de silence complet où j'entendais la trotteuse de l'horloge résonner dans la pièce et personne se regardait. Et ma belle-mère me faisait le traitement du silence, c'est-à-dire qu'elle m'ignorait. Ou alors, les seules fois où j'avais des interactions, c'était parce qu'elle répondait à quelque chose que je disais pour le dévaloriser ou le décrédibiliser. Et je quittais la table avec une colère qui était proche de la rage et j'avais des cauchemars, en fait, des rêves où je me voyais la tuer des façons les plus violentes possibles. Et j'avais pas d'exutoire à cette colère, si ce n'est l'écriture. Et j'avais un journal intime, en fait, où je noircissais des pages et des pages et des pages qui tentaient de faire sortir de moi la rage, en fait, d'être complètement castrée et de même pas avoir l'occasion de pouvoir dire quelque chose, d'exprimer la quelconque émotion, jusqu'à arriver à un point de mon adolescence où j'étais complètement évidée de ma capacité à ressentir des émotions. Donc je ressentais plus rien. J'étais vraiment comme un corps inerte, quoi.
Et c'était terrible parce que j'ai essayé d'exprimer des appels à l'aide. J'ai même dit que je voulais m'enlever la vie, ce à quoi, évidemment, ma belle-mère a répondu avec une espèce de boutade. Voilà. J'ai essayé de dire à tous mes autres proches que je vivais un enfer et à chaque fois, c'était oui, mais quand même, t'exagères, elle est pas si horrible. Est-ce que tu as senti que tu représentais un danger pour elle? Ah oui, absolument. Je sentais que c'était une guerre et c'était une guerre asymétrique parce que je voyais très bien que j'étais pas à la hauteur. J'arrivais pas à me défendre. Je comprenais pas ce qui se jouait. J'avais pas les mêmes armes. Et en fait, comme tous les pervers narcissiques, c'est qu'elle me récupérait. C'est-à-dire que il y avait des phases où elle était d'une méchanceté cruelle, mais très subtile, donc très difficile à identifier autre que pour moi. Et il y a d'autres moments, quand elle sentait que là, j'allais m'émanciper, elle devenait doucereuse, tu vois, elle faisait un geste, et donc je me disais, ah ben c'est moi en fait qui a un problème, c'est pas elle. Et ce qui était vraiment terrible, c'est que moi j'étais en construction à ce moment-là, hein, quand ça a commencé leur relation, j'avais 9 ans, donc j'entrais dans la préadolescence. Ça a coïncidé avec le moment où j'ai commencé à avoir de l'acné, et j'ai eu de l'acné vraiment très très sévère tout le reste de mon adolescence. Et l'année de mes 9 ans, qui est aussi l'année de leur union, et aussi l'année où on m'a posé un appareil dentaire, qui a été vraiment comme un instrument de torture, parce que pendant 4 ans, il y a eu plein de complications, j'ai eu des blessures dans la bouche... Et en fait, j'étais tellement anesthésiée que je vivais avec la douleur. Donc, j'avais des broches qui avaient coulissé et qui rentraient dans l'arrière de ma bouche. Mais je vivais avec la douleur tellement en permanence que je me rendais plus compte que c'était de la douleur, tu vois. C'était devenu normal. Et bon, en tout cas, il y a plein d'épisodes qui sont plus ou moins intéressants. Mais dans tout ça, si tu veux, je me sentais comme essayant d'exprimer cette souffrance. Et même ma mère n'a pas pris conscience, en fait, de ce qui se passait. Mon père a un peu fait des menaces comme quoi ma mère pouvait pas m'empêcher d'aller le voir, même si je passais des week-ends qui étaient vraiment une torture, quoi. Et il a jamais voulu entendre que j'ai souffert. Donc j'ai essayé de lui écrire des lettres, j'ai essayé de lui dire, j'ai essayé plein de choses, et puis ça n'a jamais... D'ailleurs, j'ai plus de relation avec mon père en ce moment parce que je sais pas quoi lui dire autre que ça. C'est l'éléphant au milieu de la pièce, si tu veux, cette histoire, quoi. Donc je veux dire, on peut très bien faire semblant qu'on parle de la pluie et du beau temps, du boulot, des machins, mais... Jamais véritablement aborder le vrai sujet. Ben voilà, c'est ça. Donc quel est l'intérêt? Alors tu vois, ce qui est intéressant, c'est que ce qui émerge dans l'étape précédente, c'est des problèmes cutanés qui remontent. Alors moi, je connaissais pas ton histoire, tu vois, je l'ai découverte après coup. Ça touche l'organe respiratoire par excellence, c'est-à-dire la peau, mais à travers ça aussi les poumons qui sont le siège de la tristesse. La peau, c'est aussi l'identité. Alors l'identité de surface, c'est-à-dire que la première chose qu'on voit chez un être, c'est son visage, mais aussi l'identité profonde, parce que ça touche l'intimité de l'être. Et quand ça a trait au visage, là, on est vraiment dans l'identité sociale, mais aussi l'identité de cette petite fille préadolescente qui est en train de se construire son identité sociale. Et à ce moment-là, cette identité est fracassée alors qu'elle est naissante, elle est complètement déstructurée par cette femme. Alors, ajouté à la souffrance émotionnelle qui a dû être abyssale pour cette petite fille qui a dû se sentir tellement seule et tellement peu écoutée, l'acné, c'est « je ne suis pas vue dans mon identité profonde, je ne suis pas reconnue dans mon identité profonde ». Tu vois, c'est tout ça qui émerge. Alors, comment ça a évolué ces problèmes cutanés qui sont remontés quelques jours avant? Alors, ils se sont poursuivis. C'était moins inflammé, moins rouge, mais si tu veux, j'en avais partout. J'en ai dans le cou aussi, donc là, c'est encore le cas aujourd'hui. Et ça a été assez dur parce que, bien sûr, j'ai conscience que ça fait partie du processus et que c'est vraiment une purge, mais ça me fait revivre des choses où je me sens laide et... Alors, la laideur n'est pas dans les traits de ton visage, mais dans le regard que tu peux porter sur toi. On dit que la beauté est dans l'œil de celui qui regarde. Donc, c'est pas tant les traits d'un visage ou l'apparence, c'est vraiment le regard que tu portes sur l'objet regardé ou l'être regardé. Le mot qui me vient, c'est souillure. C'est-à-dire que la chose la plus pure qui soit, l'enfant a été souillé.
de 1000 manières. Processus de discrédit, dénégation, tu vois? Oui. C'est ça qui est en train de sortir et de s'évacuer. Donc c'est un processus de nettoyage. Et Dieu sait que c'est pas agréable, mais à quel point ça doit sortir. Et là, ça sort cette fois-ci en conscience. Mm. C'est un processus de détoxination énergétique, vibratoire, pour qu'il n'y ait plus une seule trace en termes de mémoire, de souillure. Et c'est pas l'adulte qui est souillé, parce que l'adulte, il est très au clair, il est brillant, il est intelligent, il est aligné, il est bien dans sa peau. Mais c'est la souillure de l'enfant qui s'exprime. En plus, il y a une histoire d'abus sexuel. Mhm. Même si elle est falsifiée, on est encore dans la souillure. La souillure de ce qu'il y a de plus sacré, un enfant. Mhm. Oui, c'est ça. Ce qui est remonté pour moi durant cette semaine d'écoute, c'est vraiment le gâchis de ces années-là de ma vie, de la relation avec mon père, de l'image de moi-même aussi, parce que... Et d'ailleurs, c'est ce qui a été déclencheur quand j'ai vu la photo, c'est que j'ai l'impression que mon visage a été déformé par ces expériences de vie, en fait. Mais ça va au-delà de la considération purement esthétique, c'est-à-dire le gâchis de ne pas avoir pu me développer dans la fleur de ma jeunesse, tu vois, comme j'aurais dû pouvoir le faire. Et ça t'a amené aussi à faire un travail extrêmement profond en termes de conscience et de prise de conscience de soi. Tu vois, c'est-à-dire que parce que tu as vécu cette période où tu étais totalement submergé dans cette non-puissance, c'est ce que tu disais, c'est-à-dire que le jeu de pouvoir était totalement inégal. Tu vois, c'est une femme, une adulte et la petite fille de 11 ans. Mhm. Mais c'est le fait d'avoir vécu ça qui fait que tu prends la mesure de ce que signifie être dans la non-puissance et investir tout l'espace de ton existence, de ton corps, de cette demeure physique dont on a déjà bien parlé, pour être dans la puissance. À quel point c'est fondamental et à quel point ça doit être partagé. Et c'est ce que tu partages aujourd'hui. Et ça donne de la puissance à ta voix, au message que tu portes. Qui mieux que l'être qui a souffert à tel point, parce que c'est un martyr, pour une enfant de 11 ans, c'est un martyr, peut enseigner la souveraineté. Oui, bien sûr, et je l'entends. Ça a contribué à ce que je suis aujourd'hui pour accompagner d'autres personnes et de développer aussi beaucoup de compassion en fait pour la souffrance des autres. Mais pour autant, là, avec le baume, c'était important pour moi quand même de pas tout de suite sauter à la conclusion de l'histoire en disant bon bah tout ça c'est pour le mieux. Sans ça, je serais pas ce que je suis parce que certes, mais quand même, putain. De toute façon, quand tu traverses la charge énergétique, t'es pas dans le roman que tu te construis pour que l'histoire soit édifiante. Voilà. C'est frontal, c'est corporel, et ça peut être très violent. Mais c'est la puissance de ces mémoires de souillure, c'est vraiment ce mot-là, tu vois. Et c'est ce que tu exprimes avec d'autres mots, mais à quel point c'est ça me important parle. de revisiter l'histoire avec la conscience qui est la tienne aujourd'hui, de ne pas chercher à l'enrober, mais d'utiliser les mots suffisamment puissants qui sont à la hauteur de la violence qu'a pu vivre cette petite fille. Là, c'est fini, quoi. C'est terminé. Tu es là pour y mettre un terme. Elle est là, ta traversée, là, qui est pas facile. Mais rien ne sera laissé dans les coins de la pièce ou caché sous le tapis. C'est vraiment fini. Et c'est intéressant, je trouve, c'est très beau et très juste ce que tu disais au sujet des personnes qui ont des vies souffrantes, où on se demande mais comment elles ont fait pour survivre à ça. Souvent, ce sont des personnes qui ont une image très dévalorisée d'elles-mêmes, qui doutent d'elles, qui n'ont pas confiance, qui ont traversé tellement des processus de destruction ou d'autodestruction, que l'image de soi ou l'estime de soi, c'est un peu des mots étrangers. Mais quand on est face à ces personnes-là, il y a deux choses qu'on ne peut pas nier et que les personnes peuvent entendre. Il y a quelque chose sur lequel vous ne pouvez absolument pas douter, c'est à quel point vous êtes courageux et à quel point vous êtes fort. C'est les deux seules choses que la personne qui a énormément souffert
ne peut pas nier d'elle-même. Ça, ce sont les 2 briques qui peuvent être utilisées pour reconstruire la baraque. Ok, vous doutez de vous, vous n'avez pas confiance en vous, vous voyez comme la dernière merde au monde, mais il y a 2 choses que vous ne pouvez pas nier, c'est à quel point vous êtes fort et à quel point vous êtes courageux. Eh bien, regardez ça, faites-en des briques et construisez-vous là-dessus. Parce que ça, c'est du solide. Et autour de ça, la demeure reprend vie, et l'estime de soi, et la confiance, tout ça, ça revient. Parce qu'on s'appuie sur des choses qui sont indéniables. Indéniables. Et seules les personnes qui ont vécu des parcours comme le tien, naturellement, chaque trajectoire est unique, ont ça en commun. Et ce sont vraiment des lingots d'or. Vous avez le lingot force et le lingot courage. Avec ça, vous allez reconstruire une image précieuse en or massif de vous-même. Oui, ça me parle et ça me rappelle aussi que dans ces années-là, même avec la noirceur la plus totale et l'obscurité la plus totale dans laquelle j'étais, je savais au fond de moi que ça pourrait pas me tuer. Tu vois ? Et d'ailleurs, j'ai jamais eu l'intention de me suicider pour de vrai. Je l'aurais jamais fait. Il y avait trop d'amour pour moi en la vie, tu vois. Et donc, ça se jouait sur 2 niveaux où mon personnage était complètement morcelé. Mais au fond de moi, je savais que on n'aurait pas ma peau. Voilà, c'est ça. C'est vraiment ça qui se révèle dans cette histoire et c'est extrêmement précieux. Alors, est-ce que tu as observé des synchronicités? Comment ça s'est déroulé au fil de la semaine et des écoutes, ça? Pour tout te dire, j'étais pas aux commandes. C'est-à-dire que j'étais dans le processus, bon an, mal an. C'est-à-dire avec quand même une difficulté à écouter les répétitions des baumes trop de fois d'affilée. Alors, la nouveauté, c'était que j'avais plus du tout de sursaut au moment de la partie finale du baume, donc du souffle. Donc ça, c'était cool. Si tu veux, c'est comme si ce qui était ravivé, c'était le pilote automatique, tu sais, où à un moment donné, c'est trop en fait. Je laisse les choses se faire, mais je peux pas m'investir et je peux pas le vivre pleinement dans mon corps à ce moment-là, tu vois. C'est trop. Donc, il y a eu un mouvement de refuge vers mon mental pour gérer la crise. Pour gérer la crise, voilà. C'est complètement OK. Tu vois, en situation de crise où le corps est tellement submergé, il faut bien aller toquer à la porte du capitaine, du mental, qui dit, bon, chef, on fait quoi? On fait quoi là? Parce qu'il y a de la houle et ça tangue sérieusement. Mais on en a déjà parlé, c'est peu importe la manière dont vous traversez la libération avec l'inconfort qui l'accompagne, traversez-la. Trouvez votre manière à vous, mentale, pas mentale. Je fais des breaks, j'écoute moins, tu vois, je pose. Mais traversez l'expérience. Et puis on voit après. Parce qu'à cet endroit-là, ça peut pas être parfait. Oui. Donc là, c'est brinque-ballant, effectivement. Puis il y a des fuites, alors on met des rustines là. Ça prend l'eau de partout. L'eau des émotions. Tu vois, la tristesse, les larmes. C'est le bateau qui prend l'eau. Oui, c'est ça. Ça lâche, parce que si ça n'avait pas besoin de lâcher, tu verserais pas une larme. Tu serais à sec. Tu vois, c'est tout ce que le corps a engrangé en termes d'émotion. Mais au-delà de l'émotion, c'est la charge énergétique associée à l'émotion, en lien avec l'histoire, naturellement. Et à quel point cette charge n'a pas été relâchée. Elle n'a pas été relâchée. Même après tes 10 ans de psychothérapie, qui ont été absolument utiles. Mais le corps n'en a pas fini avec la charge énergétique associée. C'est ça que ça montre. Oui, et c'est vrai. Et qu'à un moment donné, tu pourras, et on en reparlera dans quelques semaines, tu pourras retomber sur la photo de cette petite fille de 11 ans et ça ne t'affectera plus. Il te restera juste la compassion pour cette petite fille que tu as été. Et tu seras en paix. Parce que tu vois, dans cette histoire de peau, le fait d'être défiguré, une identité fragmentée intérieurement et extérieurement, le fait de voir tes traits déformés ou difformes, tout ça est lié au fait que là, il y a un profond désaccord en toi, une disharmonie que tu traduis par une difformité.
Mais comme le processus, le voyage que tu effectues avec les baumes sonores, qui sont des outils d'harmonisation, peu à peu, tout ça s'harmonise, ça s'accorde. Et là où il y a de l'accord et de l'harmonie, il n'y a aucune difformité qui peut subsister. C'est simplement que là, il y a un désaccord entre ton histoire, qui tu es, l'enfant que tu as été, le regard que tu portes sur ton histoire. Tout ça, c'est pas accordé, il y a un conflit lié à toutes ces charges énergétiques dans le corps qui n'ont pas été relâchées. Mais quand l'harmonisation, le processus est achevé et que l'harmonie est là, il n'y a plus de difformité, plus de laideur, tout est accordé et la paix est là. Et tu peux prendre ton album de famille, revisiter l'histoire. Il n'y a plus d'affect, tu ne ressens plus, tu ne reçois plus la charge énergétique puisqu'elle a disparu. Pour l'instant, on est encore là-dedans. Parce que c'est pas une pilule qu'on avale et le lendemain, il n'y a plus rien. Malheureusement, c'est pas comme ça que ça se passe. Alors, comment c'est dans ton corps aujourd'hui ? Pour l'instant, on est pas mal au même point que au début du baume. Enfin, je suis dedans, quoi. Je suis dans le processus. Oui, et c'est pas parce que tu as arrêté les écoutes que Voilà. l'autre s'arrête. Donc, Voilà. tu es encore en train de macérer. Est-ce que l'émotion de tristesse est toujours aussi présente ? Non, ça a plutôt fait place à une forme d'indignation, de colère. C'est ça. Mais il y a une autre colère. C'est putain, quand est-ce que ça s'arrête ? Tu vois ? Ouais. Et là, justement, je m'étais un petit peu connectée à ton voyage et au processus que tu traversais. Et alors, il y avait 2 baumes qui étaient apparus. Alors, avec un qui s'impose de manière plus évidente, mais je vais t'en parler. D'une part, le baume rate pancréas et le baume thymus. Alors, le baume thymus, c'est le cœur vibral. C'est une glande endocrine qui se trouve au centre de la poitrine. Mais je dirais que le baume thymus, c'est « je m'accorde enfin l'amour, la douceur et la paix dont j'ai besoin ». Pour ma part, c'est pas forcément celui qu'il faut tout de suite. Non, je pense pas. C'est rate pancréas d'abord. Oui. Généralement, les problèmes de rate touchent les personnes qui sont régulièrement soumises à des états dépressifs, c'est-à-dire une forte dévalorisation, mais aussi un profond sentiment de ratage. C'est ça la rate. Alors, ça me semble tout à fait juste. Et pour tout te dire, j'aurais adoré te dire oui, on est rendu à l'étape thymus, c'est bon, mais je sais que c'est pas le cas. Alors, c'est intéressant parce que les états de dépression, moi, je les ai beaucoup vécus. Je suis passée par là, c'est-à-dire, on aurait diagnostiqué maniaco-dépressif, quoi. Mais ça n'a pas été dit comme ça, mais c'est ce que je vivais, c'est-à-dire des hauts avec des reprises d'énergie, d'espoir que je vais y arriver, tout ça, et des bas où j'étais dans des états émotionnels de dépression et de déprime, de dévalorisation et de désespoir. Ça a été ça pendant des années et des années. Donc, heureusement, ça s'est fini. Mais l'autre élément aussi, c'est que mon père, justement, a eu quelques années un cancer des globules blancs, dont la première manifestation a été une rate enflée. Et je sais qu'il y a quelque chose dans ma lignée familiale aussi, c'est pas anodin. Tu vois, c'est le premier baume qui m'est venu à l'esprit. Ça m'a dit rate pancréas pour toi. Oui. On est dans la dentelle, Léa. C'est vraiment un travail dans la dentelle. Et à quel point tu vas sortir totalement régénéré de ce voyage. On dit que les voyages sont transformateurs. Et celui-là, plus que tous les autres que tu as pu faire. Et j'adore faire le voyage. C'est pas parce qu'il y a des épreuves et des étapes que j'ai envie d'arrêter, par exemple. J'ai pas du tout envie d'arrêter. Au contraire. Et quelque part, c'est excitant pour moi parce que, je sais pas, c'est ce qui me vient, tu vois, mais ça me confirme ma force et ma puissance. C'est-à-dire que je sais très bien que je peux le traverser, tu vois. En faisant ce travail-là, tu mets à l'épreuve ta puissance, tu la testes. Voilà, exactement. Bon, on va voir de quoi je suis capable. Ça renforce aussi cette confiance en soi et cette puissance qui vient de la conscience de soi. C'est pas une puissance simplement corporelle, c'est la conscience de soi qui est cette image, cette grande image qui apparaît dans la chambre noire du photographe au fur et à mesure des étapes de ton voyage. Tu vois le tableau d'ensemble qui se dessine, une plus grande conscience de soi qui se dessine et une plus grande confiance en ton potentiel.
avec cette puissance, ce courage, qui sont mis à l'épreuve, qui sont testés, mais qui vont se manifester à l'issue de ce voyage. C'est-à-dire que ce sont véritablement les lingots d'or que tu trimbales dans ta valise. Puissance, courage, force. Alors oui, en ce moment, c'est pas terrible. Mais t'arrêtes pas là. Au fond, il y a une puissance, une conscience de soi qui est en train de s'éveiller et de se révéler. Et comme vous dites au Canada, ça commence à avoir ben de l'allure. Oui. Ouais, tu peux être fier de toi. Rendu là où tu es, tu peux être fier de toi. Toi, tu es vraiment l'exploratrice et possiblement la première qui explore la vastitude du territoire qu'elle représente en conscience avec les baumes sonores. Tu es le Christophe Colomb, la Marco Polo des baumes sonores. Tu vois ? Et à quel point ton témoignage est puissant, édifiant et aidant pour d'autres. Je suis honorée. Je le suis tout autant de t'accompagner et d'être un petit peu ce sextant, cette boussole qui permet de redonner la direction quand tu es submergé par l'ouragan, la tempête, des lames de fond, et te dire « Ok Léa, traverse, tu es en train de défricher un nouveau territoire, tu es une exploratrice. » Et comme tous les explorateurs, qui sont les premiers à ouvrir des voies nouvelles, eh bien, ils en ressortent le cœur, le corps et le visage buriné par le soleil, les vents, les tempêtes, tout ce que ce voyage leur a fait vivre. Il y a de la beauté là-dedans. Oui, il y a de la beauté dans le courage. Oui. Tu vois, moi, j'aime pas l'idée d'admirer quelque chose ou quelqu'un, mais j'aime l'idée de quelque chose qui est admirable. Oui. On peut poser son regard dessus et dire « chapeau ». Et quand on dit « c'est admirable », on reconnaît la valeur de l'autre dans ce qu'il vit, mais ça vient éveiller en nous aussi ce qu'il y a de plus admirable. Si vous écoutez ce podcast et que vous estimez que, au-delà de la forme, ce voyage est absolument admirable, c'est que ça vient toucher en vous quelque chose qui est profondément admirable. Bon, on est d'accord pour le baume rate pancréas pour la suite du voyage ? On est d'accord, et avec un sextant aussi royal que toi, on ne peut qu'avoir envie de continuer l'aventure. En tout cas, tu sais que, quelle que soit la force du vent, je suis là. Et si tu vois, tu as des hauts le cœur et tu as envie de foncer dans la cabine pour aller vomir tout ce qui remonte. Et j'en ai des hauts le cœur en plus, c'est vrai. Il y a quelqu'un qui continue de tenir la barre et te mènera à bon port. Alors, ma belle Léa, si tu devais décrire cette 4e étape en un mot ou en une phrase, qu'est-ce que tu pourrais en dire ? Je sais pas. Bah écoute, ça sera le mot de la fin. Il y a de la beauté aussi dans le silence, ce truc suspendu qui fait que là, tu ouvres un territoire qui est tellement nouveau que t'as pas les mots pour en parler. C'est bien ? C'est exactement ça. Bravo. Merci Léa pour ce partage. Je te souhaite une belle intégration et je te dis à tout bientôt pour faire le point sur la suite de ton admirable voyage. Et je pèse mes mots. Merci Erin, à bientôt. Si vous aussi, vous avez envie de vous lancer dans cette aventure intérieure, rendez-vous sur le site de la marque Tenso pour découvrir l'univers des baumes sonores ainsi que toutes les ressources mises à votre disposition. N'hésitez pas à poser vos questions ou à demander un conseil personnalisé. Je me ferai une immense joie de vous guider. Sur ce, enfants de la Terre, je vous donne rendez-vous pour la prochaine étape du voyage de Léa. Et rappelez-vous, le plus beau voyage est celui qui vous ramène à vous, dans votre centre, au plus près de votre essence fondamentale. À très bientôt.